des choses auxquelles on ne s'attend pas. Et on va partir rapidement à examiner les jardins de l'islam. Beaucoup, parmi les auteurs, parlent de jardins arabes. Moi, j'ai un peu la notion de jardin de l'islam parce que c'est plus général, parce que c'est pas spécifique à une région, c'est pas spécifique à une secte ou bien une population bien socialement définie. Donc ça appartient à une théorie qui émane d'une religion et comment que cette religion a amené le projet urbain et un projet de société qui s'est développé à travers le temps pour donner une image claire, nette et très impressionnante sur la notion d'espace vert. Et là, je dis que c'est des textes que j'ai repris de quelqu'un d'autre. Il parle que l'espace vert, il exprime notre identité, notre société. C'est un peu nous. À travers le paysage qu'on fait, c'est nous. Donc c'est notre personnalité qui s'exprime à travers l'espace qu'on conçoit. Et il y a beaucoup d'inspirations qui ont été faites à travers le temps, qui nous ont été léguées par ceux qui nous ont précédés, Farados, Scharbach, et que nous on ignore. On peut poser la question à nos étudiants, un Farados, peut-être que ça signifie Firdaus. C'est un peu, on connaît. Scharbach, c'est quoi ça? On va examiner ces notions. Donc, il est intéressant de s'intéresser à cette notion d'espace vert, mais pas n'importe quel espace vert, parce qu'il y a des espaces verts. Pour nous, on a notre espace vert, auquel on s'identifie, auquel on trouve nos racines. Et on sait pertinemment que ce qui s'est passé en Andalousie était l'œuvre des Berbères nord-africains. Seuls, eux, ont pu conquérir l'Andalousie à travers Tariq ibn Ziyad, qui a un nom arabe, mais qui n'a rien à voir avec la tradition sociale. Et ce sont ces populations nord-africaines dont l'histoire n'a pas commencé en l'an 700, mais dont l'histoire a commencé il y a 2500, 2600 ans. Moi, je suis dans la ville de Constantine. On m'a tout le temps dit que Constantine a existé depuis 1600 ans. Donc, dans ma tête, elle n'a pas commencé avec l'arrivée de l'islam et des Arabes. Donc, elle était bien avant une ville qui a été occupée par mes ancêtres, par une population qui a la couleur, le teint de ce terre. Et tout ça a donné ce qui suit. On doit revenir un peu à trouver nos essences, à se retrouver nous-mêmes, avec nous-mêmes, se réconcilier pour asseoir des aménagements qui émanent de nous, de notre religion, de notre savoir, de notre bien-être, pour composer un espace vert, futur, pour nous, la ville algérienne, auquel on s'identifie, on trouve notre intérêt et notre identité. Pour arriver à ça, on doit d'abord définir. Donc, il y a deux définitions que j'ai mises. Le dictionnaire, l'une, elle parle d'un espace clôturé, qui peut être pour le bétail, pour que le bétail ne saute pas le mur et va ailleurs. Et la deuxième, elle parle d'un espace contemporain, où on peut trouver la récréation, comme on a vu à Central Park, donc un jeu, du sport, des loisirs, la récréation en général. Ce sont là les deux définitions que j'ai choisies pour vous. Mais maintenant, je vous introduis sur les styles. Il y a des styles d'aménagement de l'espace et du paysage. Ce sont là les 4 styles qui existent, reconnus par toute la littérature. Toute la littérature dans le monde parle qu'il y a 4 styles de jardin ou bien d'espace vert. Et parmi eux, le style de jardin musulman. Et on voit un peu, parce que c'est dans un ordre chronologique. Il y a de la chronologie, donc il y a du temps.
on parle de style sino-japonais, donc chinois et japonais, qui a une forme très fluide. C'est un espace qui est paysager, organique, où il y a un mélange de l'eau avec la nature, sans intervention aucune de l'homme. Très naturel, très organique. Il y a le jardin musulman du Moyen-Âge qui est juste venu après le chinois et le japonais, qui est basé sur une géométrie. Et c'est pour ça que l'Alhambra, par exemple, la cour des lions, c'était un jardin qui est devenu maintenant avec plein de gravats organisés en 4 cadrans. Et il s'appuie sur la notion d'enclos, la fermeture. Et tous les jardins qui nous ont été transmis par le passé, dans le monde musulman, étaient clôturés des enclos. Un enclos, on va voir pourquoi l'enclos. Le français, il est connu. Versailles, géométrie axiale, pas de fioriture. Le anglais, c'est un peu le chinois et le japonais. Mais avec une touche de couleur. Donc ils introduisent un peu de couleur sur la forme, sur la texture des arbres et du paysage. Il y a un autre qui dérive du français, l'italien. Mais c'est un dérivé du français. On va voir tout à l'heure, si je n'oublie pas, la notion d'italien. Maintenant, il y a des sources d'influence. Qu'est-ce qui a fait que le jardin du monde musulman soit jardin du monde musulman et classé en tant que musulman, avec un type bien défini? Ce sont là 1, 2, 3, 4, 5, les 5 principaux éléments qui ont fait que le jardin musulman soit jardin musulman classé. Toute l'inspiration de ce jardin, comment il a commencé, qu'est-ce qui a fait qu'il soit ainsi, sont là. Il y a le charbagh, parce que le monde musulman en expansion avait des terres nouvelles qu'il a conquis, entre autres la Perse. Et la Perse avait une civilisation qui était citadine, sédentaire. À côté, il y a l'islam qui est venu d'un monde un peu sablonneux, du désert. Ils ne connaissent pas la végétation, mais la végétation dans un désert, c'était l'oasis, c'était un paradis. Déjà, l'oasis, c'était un paradis. Lorsqu'on part de la péninsule arabique vers l'Iran, là où il y avait la Perse, et on découvre des montagnes, des forêts, ce n'est plus le paradis, c'est l'Éden. Et la notion de l'enclos, pour moi, c'est une vision philanthropique, où on a besoin d'être dans un espace concentré avec soi-même, sans interférence aucune, s'intérioriser, le cerveau qui s'intériorise, on est concentré. Donc la notion de fermeture, d'ailleurs dans la littérature et dans le Coran, on dit souvent que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam était dans une grotte, centré sur lui-même, lorsque Jibril est venu avec le Coran. Donc il y avait cette notion d'isolement dans un espace clos, un enclos, qui a fait que le cerveau s'intériorise et se concentre sur l'objet et seulement l'objet. Il y a la géométrie. On a vu maintenant que la géométrie, le monde musulman est excellent. Les savants étaient excellents en géométrie. Les arts des mathématiques, on sait. Mais il n'y avait pas d'art figuratif parce que ça a été interdit par les préceptes de l'islam. Il a interdit, pas de figure. Donc que de la géométrie. On fait la géométrie, en avant la géométrie. Et les gens sont devenus excellents dans la composition géométrale. Mais aussi il y avait cette vision édénique du paradis. Le paradis est décrit dans le Coran. On va voir tout ça. La notion de charbagh, c'est une vision culturelle.
Je définis un peu le mot, c'est en persan. Shaharbar est un mot persan, où shahar veut dire 4, et bar signifie jardin. Composés ensemble, shahar, bar, jardin à 4 cadrans. Et j'ai mentionné la notion édénique du jardin à 4 cadrans que les musulmans, lors des premières expansions en Perse, ont trouvé qu'il y a déjà un style de jardin à 4 cadrans qui existe et auquel ils ont essayé de donner un sens. Et quel sens ils ont donné? Il y a le tapis nomade. Le tapis occupe une place de choix chez le nomade. Parce que ceux qui ont pris l'islam, le faire sortir de la péninsule arabique, c'était des nomades. Il a un dromadaire, un chameau, un tapis pour la prière, dans un désert. Et lorsqu'on met le tapis sur le sable, on enlève ses souliers, on monte pour la prière sur le tapis. Et le tapis définit la notion d'enclos, définit un espace. Ce n'est plus le sable, c'est le tapis. Donc le tapis en soi est devenu un espace défini géométriquement, spatialement, qui nous indique qu'on n'est plus sur le sable, on est ailleurs que sur le sable. On est sur le tapis. Donc, en tant qu'élément, il a pris une dimension un peu très élargie. C'est devenu un espace. Mais la notion d'espace qui est venue, il était transportable. Et c'est pour ça que chaque matin, lors du vendredi, on voit les gens avec les tapis. C'est un espace qu'on transporte avec soi. On le met là où on veut. On est convaincu, mon tapis est plus beau que ton tapis. Le mien est vert, le tien, et généralement tous les tapis sont verts. Maintenant on voit des tapis rouges, des tapis bleus. Mais à l'essence, le tapis est vert parce que pour le nomade, il a soif de verdure. Et c'est pour ça qu'il met un tapis vert qui lui rappelle l'oasis. Il vit dans un monde, dans son propre monde, l'oasis défini spatialement. Mais le tapis, il est coloré, mais aussi il contient des motifs. On a vu que la géométrie a des racines. Et tout à l'heure, quand j'ai parlé de jardin italien, je signifie le jardin floral d'origine italienne, qui trouve ses référents dans le jardin, dans le tapis nomade. On va voir le tapis. J'ai choisi deux tapis. Un tapis berbère de l'Atlas à gauche et un tapis syrien à droite. Et on voit le tapis berbère de la tribu des Zénètes et le bédouin. On voit les motifs qui séparent, avec lesquels ils mettent en valeur la coloration, les objets dans l'espace, les significations, beaucoup de choses. Et surtout le tapis zénith, on voit l'axe. Et l'axe, ce n'est pas la chrétienté, c'est un axe qui est édénique. On va le voir tout à l'heure, avec les 4 cadrans du tapis, 4 morceaux, 4 jardins. Shaharbar, 4 jardins, 4 cadrans. Là, c'est le tapis nodal. C'est très connu chez les Arabes, les Perses, le tapis nodal à base florale, que les Italiens ont pris pour en faire le fameux tapis italien à base nodale. On appelle ça les jardins tapis. Dans le style italien, on dit jardin tapis. La géométrie, on a vu tout à l'heure que, vu qu'on ne peut pas dessiner des figures humaines, des objets, on fait de la géométrie. Et ils sont devenus excellents en géométrie. Vous voyez des compositions simples, mais combinées dans des compositions très complexes.
Tout ça a amené à la composition du jardin à travers le morcellement de l'espace vert en 4 cadrans. Et chaque espace, il est composé. Il y a des éléments individuels, des éléments composés qui donnent une organisation à l'espace jardin musulman. Donc l'interdiction de la forme humaine a poussé les gens à produire des figures très géométrales, très géométriques et des compositions extrêmement complexes. La notion d'enclos, sur laquelle j'ai dialogué tout à l'heure, donc le cloisonnement, il y a une phrase qui m'a un peu attiré, c'était l'introversion de l'espace, le cloisonnement pour permettre l'introversion du cerveau, et la phrase que la beauté de Dieu étant la plus parfaite, on a essayé, à travers l'enfermement de l'espace dans un enclos, de créer cette beauté divine à l'intérieur d'un espace, donc à l'intérieur du cerveau. Et si on introvertit la réflexion, elle nous permet de vivre un plaisir interne avec soi-même, en toute quiétude, et ce plaisir stimule les sens. Donc, parfois, on est bien sur soi-même. On n'a envie de personne nous toucher, ni de nous parler, ni de dialoguer avec nous. On se sent bien. On pense. C'est un peu l'initiation de ce que faisaient les philanthropes grecs de l'époque hellénique. Et c'est la vision philanthropique. Maintenant pour le Coran, je vais passer rapidement aussi. Le Coran. Qu'est-ce que ça a à voir le Coran dans l'espace vert? C'est cette vision idyllique, parce que ceux qui connaissent le Coran, qui ont lu le Coran, là je l'ai lu Blarbi et Chouïa, mais j'ai essayé de voir quelques traductions en français. Et j'ai essayé de vous reporter quelques traductions en français, parce que je voulais extrapoler les concepts que je connais en français. Donc l'imagination d'un endroit parfait, en désert, le tapis dans le désert, c'est un peu l'oasis. Et il fait tellement chaud dans le désert, on a envie d'être dans un coin, c'est notre tapis, c'est notre espace. Et la notion de paradis est devenue finalement un but recherché, que le Coran a ramené pour dire, vous qui faites du bien, vous serez récompensés. Je vous offre quoi? Jannat Adnin. Et on va voir ces éléments tels que j'essaie de les choisir pour vous, pour ne pas mentir, pour ne pas se perdre. J'ai mis en rouge là où j'ai pris la traduction française. L'immensité. On sait que le Coran a parlé de les 4 rivières du paradis. Est-ce que vous les connaissez? Anharin min asalin wa min labanin wa min khamarin. On les voit. Hadou, ça symbolise un peu les 4 rivières du paradis, telles que le tracé de la croix qu'on a vu sur le tapis zénith que j'ai exposé tout à l'heure. Et telles qu'on va les voir dans la schématisation du jardin de l'islam. Donc l'immensité du paradis est citée comme étant une étendue parsemée de jardins de différents types. Et vous allez voir que Nujzi alladina amanu ila akhiri bi sururin marfou'a. Pour ceux qui connaissent les versets Bal-Arabiya, là c'est Rahman 55-62. Et le concept de jardin en islam aussi se base sur une image. Et l'image, c'est l'eau. L'eau prend une place primordiale dans le Coran. Et si on envisage une bonne lecture avec une logique très cartésienne du Coran, on va extrapoler من Surah Muhammad 47-15, ce qui a été traduit et qui exprime les 4 rivières min asalin wa min
Et tout ça va nous amener à d'autres versets du Coran qui se posent comme Al-Kahf 18-31, lorsqu'on parle des jardins selon sublime et faits de matière très raffinée, donc il y a de la qualité. On peut trouver du repos moral, donc la quiétude, la notion d'enclos, c'est le repos moral, on est concentré sur soi. La jouissance du corps et la satisfaction visuelle. Vous allez prendre le Kahf en français et vous allez trouver ce que j'ai écrit. Si on prend le Hijr, on va aussi garnir de nombreuses fontaines à l'eau ghayra asin, jaillissantes, des fontaines aromatisées, de camphre, de gingembre. Donc il y a les arômes qui entrent en jeu. Et on va voir tout à l'heure, dans la conception des jardins de l'islam, que les arômes sont dans la nature des plantes exigées dans la composition florale de l'espace jardin musulman. Ils seront parcourus par des ruisseaux d'une eau vive, Zumar. Et si on se met dans la position de ce que j'ai enduré, vous allez découvrir qu'il y a d'autres, et d'autres, et d'autres. Et vous allez découvrir ce que c'est l'espace vert dans le Coran, tel qu'il le promet pour les mu'minines qui vont un jour passer dans l'au-delà, Jannat wa Adnin, et retrouver toute la jouissance et la description du paradis tel que le Coran le rapporte. Le mu'minoun, al-Ra'd, al-An'am, al-Shura, al-Isra, tout ça parle de caractéristiques de l'espace vert, du jardin musulman. Et je vais parcourir avec vous le développement rapide maintenant de la typologie. Comment ça a évolué? On a subi le Coran, il est pour quelque chose, la notion d'enclos, le Shaharbagh, tout ça a généré une réflexion, la géométrie, ça a généré un aspect d'espace, mais qui a donné quoi finalement? Ça, c'était la théorie. Maintenant, on va voir en pratique le développement de l'espace. On est parti du Moyen-Orient, là on est au 8e siècle, on va au 11e siècle en Andalousie, 14e en Asie centrale, et 15e à l'Inde et le Pakistan. Pour le 14e, il y a l'action timuride. Timuride, c'est ceux qui se rapportent. Timur Lenk, c'est un Merlan. Il a fait à Samarkand de belles choses. On va les voir. Et Babur, son petit-fils, et les enfants de Babur, qui au Cachemire et en Inde, ont développé aussi de belles choses. Donc on va trouver que le développement de l'espace jardin, en réalité, a parcouru des concepts, des préceptes, une forme théorique d'organisation, mais ça a donné une chronologie de développement. C'est parti de la notion de mosquée à patio, Masjid Rasoul fil Medina, c'était un espace de prière avec une cour. La mosquée à patio a donné le jardin de la mosquée, donc l'espace minéral est devenu un espace végétal comme la mosquée de Cordoue, pour enfin donner la madrasa à cour, comme on va trouver à Isfahan, et on va développer jusqu'au jardin tombe, ou bien jardin mausolée, qu'on retrouve par exemple à Agra, en Inde, Taj Mahal. C'était une tombe, mais avec son jardin géométrique qu'on va voir, et qui rapporte les systèmes d'organisation tels qu'on les a trouvés. Et là, je vous ramène la première image, c'est la mosquée Rasoul Medina. C'est le plan, le premier plan, tel qu'il a été trouvé par les archéologues, pour dire, voilà, c'est le plan. On a le mimbar, Bouyout Rasoul, c'est les femmes, et chaque femme est citée avec sa chambre, la cour, et les troncs de palmiers qui couvrent. Vous faites la différence entre un péristyle et un hypostyle.
Non. Moi, je sais. L'hypocyle, le péricyle, on a sait, normalement, vous connaissez. Les Romains en ont travaillé, l'hypocyle, le péricyle. Passer au couvert, passer au découvert, c'est connu. Là, c'est les premières. Après, on a vu la mosquée de Rassoul avec la cour. Donc, c'est la mosquée avec cour, à patio. Maintenant, le développement du patio est devenu un jardin. Vous voyez maintenant l'organisation de la cour lorsque la mosquée a pris de l'ampleur et que l'individu qui venait à la mosquée n'était pas censé être dans la cour seulement, mais retrouver une ambiance. Et l'ambiance, c'est l'oasis, c'est l'eau, c'est la verdure. Et les gens dans les mosquées ont commencé à introduire la notion de paysage, de l'eau, de la verdure, une ambiance. De quoi passer 2 heures, 3 heures de temps entre prière et prière. Donc les gens venaient pour se concentrer, pour être là dans l'espace sacré de la mosquée. Là, on est dans l'espace de la madrasa Imam Isfahan, Tsachabbes, avec l'année en bas. Il y a le deuxième, les madrasas. Parce que la mosquée était devenue pas uniquement un lieu de prière, mais aussi une école. On y enseignait le Coran, les préceptes de l'islam, etc., etc. Et ça donnait les premiers élargissements de l'espace, parce qu'il y avait des étudiants qui venaient passer, pas 3 heures, 4 heures de temps, mais des journées tout entières, peut-être à vivre dans la mosquée, de passage pour 20 jours, 30 jours. Je suis dans la mosquée, dans le jardin de la mosquée, et ça a donné la notion de madrasa. Ce n'est plus une mosquée pour la prière seulement, mais prière, savoir. Et le rôle de la mosquée a commencé à prendre de l'ampleur, et l'espace avec. Donc l'espace commence aussi à prendre de l'ampleur. Et là, on est le char Barillet à Isfahan, on est en 1700. Après ça, les Omaras, les émirs, ont été jaloux. La mosquée a son jardin, il me faut un jardin dans mon palais. Allez, ramenez les artisans, les paysagistes et les jardiniers. Je veux un jardin pour moi. Et ça a commencé à tracer là les premiers palais, jardins de l'histoire. On a un cas, le Barifin, fi Kashan, Iran, et vous voyez que l'eau en canal, comme les rivières du paradis, l'organisation symétrique de l'espace vert. Là, ce n'est pas encore varié, mais on va voir de la variété qui va jaillir de l'organisation. Donc, c'était les premiers jardins-palais qui ont donné en Andalousie les jardins-mosquées de Cordoue. Là, c'est le jardin-mosquée. On a l'exemple de Cordoue avec le jardin de la mosquée de Cordoue. Vous voyez un peu la prépondérance de l'eau dans la nature, l'organisation de l'eau avec plein de vasques, plein d'organisations centrales de l'espace et d'alignement, où l'individualité de l'objet nature, l'arbre, ce n'est plus comme on le voit dans le style chinois ou anglais, la nature ensemble, c'est l'individualité de la plante, qu'elle soit arbre, fleur, rose, arbuste, etc. Chaque objet doit se manifester seul dans l'espace. Et c'est pour ça que on voit la taille des arbres. Chaque arbre a une forme, une position dans l'espace. Et le tout, comme le dit la théorie de la Gestalt, le tout compose la beauté. C'est pas l'arbre qui est beau, c'est l'arbre avec les autres arbres qui donnent le paysage.
Maintenant, on voit un vasque dans le palais jardin. La notion qui est venue, qui est très importante dans le jardin, c'est le miroitement. Le reflet du bâtiment et de l'architecture avec l'eau. C'était une dimension nouvelle que le monde ne connaissait pas. Que ce sont les musulmans d'Andalousie qui ont dit, on a le bâtiment de l'architecture, elle est là, très belle, comme on a vu les plus beaux bâtiments de l'islam, c'est en Andalousie. Mais le miroitement de l'eau, on va voir d'autres exemples où la nature est miroitée sur l'eau, aussi le bâtiment. On va voir comment l'opulence de la verdure, une opulence majestueuse qu'on voit sur le côté droit, avec les canopées, ça fait des passages ombrés qu'on introduit pour la première fois de l'histoire dans l'espace. Maintenant, j'ai repris des photos sur l'Andalousie. On a deux palais, le jardin à droite de l'Alhambra et du Généralif. Le Généralif, c'était le deuxième palais qui a été raccordé avec l'Alhambra. Ça fait un ensemble, un tout. Et on parle aussi d'architecture. Vous voyez que l'architecture, ce n'est plus de l'architecture à part, mais inclus dans le paysage. On voit ça sur la photo de gauche, comment les colonnes se reflètent sur l'eau. On ne peut plus dissocier, ça c'est architecture, ça c'est paysage. Ça fait un tout. Et ça, c'était une nouvelle création que le monde musulman et le jardin musulman a ramené. Le miroitement de l'eau, donc, il y a le bâtiment qui n'est plus vertical, mais qu'on voit avec une autre dimension en profondeur inversée. Ça, c'est des nouvelles approches qui ont été introduites. Et l'opulence de la verdure, on voit ça, l'individualité des plantes. Chaque plante se manifeste. Et pour ça, j'ai un petit poème que j'ai trouvé pour quelqu'un qui a vu que la période, il doit y en avoir beaucoup, et c'était majestueux comme poésie qu'on traduit de l'arabe au français pour décrire l'individualité des plantes. Et sûrement que, si vous aurez le temps de chercher dans la poésie arabe andalouse, il y a de belles choses qui parlent de ça. Maintenant, ce qui existe, c'est que si on prend le Généralif en Espagne, il y a l'axe symétrique de l'eau, les rivières du paradis, et une rivière, le Vasque central, et une autre rivière avec un croisement en biais, pour marquer une autre rivière qui n'existe pas, mais qui devrait exister. Et le tracé des plantes, avec une organisation colorée, mais aussi de l'architecture. C'est la nouvelle dimension qui a été introduite, qu'on ne retrouve ni chez les Chinois, Japonais, ni les Anglais, ni les Français. L'architecture avec le paysage. C'est une invention arabo-musulmane. Là, c'était la cour des lions, fi Qasr al-Hamra, l'Alhambra. C'était gazonné au départ, c'était planté au départ, ne reste qu'un arbuste au coin vert là-bas, toujours dans son individualité, et l'eau qui pénètre à l'intérieur du bâtiment. Vous voyez le canal, le petit canal, qui rentre à l'intérieur du péristyle, le traverse pour ressortir vers l'autre cour. Là, on est à la cour des lions, il y a l'autre cour. Quoi? Un. Mais ce que je voulais dire, c'est par rapport aux 4 cadrans, les 4 parties, telles que j'ai parlé, les 4 jardins, le Shahrbagh, qu'on retrouve 1, 2, 3, 4. Le vasque central avec les statuettes des lions, qui a donné le nom, la cour des lions, et la notion de trône. Lorsque l'eau pénètre dans le péristyle, beaucoup d'auteurs ont assimilé la notion du trône de Dieu. Et on va voir ce que j'ai fait comme schéma pour expliquer
toutes les images que j'ai passées, j'ai essayé de les schématiser en un seul schéma. Donc l'individu des plantes et des animaux. Là, on est dans l'Asie centrale. C'est la combinaison du binôme mosquée-jardin. On est à Samarkand, Tamerlan, Timurlenk, 14e siècle. Jardin-mosquée. Je vais passer brièvement sur ça. Là aussi, c'est l'un des plus connus à l'air. Le Shalimar. C'est l'un des plus beaux dans le monde musulman et qui représente le jardin. Choufoli, l'eau, comment il va pénétrer dans le péristyle au fond pour symboliser les 4 cadrans du ciel, le cosmos, le trône de Dieu, et qui exprime des principes de composition. Les cadrans, les canaux, miroitement, opulence et individualité florale et paysagère. Là, c'est un autre, le Nishatbar aussi, il est très célèbre. Ça aussi, c'est... Là, il y avait Timur Lenk, il ramenait avec lui chaque été, comme récompense à ses guerriers, 15 000 guerriers avec lui, il leur donnait 3 mois de repos dans cet espace. Faites ce que vous voulez, reposez-vous, parce qu'il va y avoir une autre guerre dans 3 mois. Et c'était l'espace récompense pour ces guerriers 15 000. Pendant 3 mois, ils campaient là, ils se reposaient, et c'était un peu le paradis qu'il leur offrait comme récompense sur terre, avant d'être récompensés dans l'au-delà, dans le paradis édénique. Là, on l'a classé comme étant le plus beau monument au monde. Bon, architecturalement parlant, mais aussi il y a l'aménagement de l'espace. Mais au-delà de l'aménagement de l'espace, au-delà de l'architecture, au-delà du matériau, il y a une histoire. Quelqu'un qui dégoûtait sa femme, qui l'a tuée. Non, 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 il aimait. Et il lui a conçu, c'est ce qu'on appelle les mausolées jardins. Et là, on est 1632. Mais le plus beau, combien d'enfants il a eu avec? Ça fait, je dis, hein? 17. Hey, c'est là. Et je vais résumer. Là, c'est un peu la conclusion. Vous me permettrez de prendre un peu d'eau. J'ai mis en rouge, c'est les principes de composition que nous, architectes, on peut extrapoler pour s'appuyer dessus, pour concevoir des espaces verts. Donc on peut retrouver ce qui est en rouge comme indication qu'on peut, nous architectes, manipuler comme concept et asseoir des compositions qui se rapprochent un peu au concept de jardin musulman. Donc la transparence, on a vu tout à l'heure dans le Nishatbar ou bien le Shalimar, la transparence entre ou bien on a vu aussi dans l'Alhambra, lorsque l'eau pénètre dans la structure et il y a des colonnes, des périsstyles, pour sortir de l'autre côté, c'est toute une transparence entre un espace et l'autre espace, et l'eau nous emmène dans un voyage entre paysage, architecture, on entre, on ressort. Pour confirmer tout ça, vous allez faire de petites recherches pour vous, et vous allez découvrir qu'il y a beaucoup d'éléments, comme j'ai pris rapidement. Vous allez sûrement trouver mieux que moi beaucoup d'architecture avec ce concept que j'ai. Je vais partir et revenir. Je ne sais pas si j'ai le... Voilà. Là, j'ai résumé tout ce que j'ai dit. Donc, j'ai étudié un peu le Coran,
les jardins tels qu'on a vus, pour sortir avec une finalité. Ça ne veut pas dire que tous les jardins du monde musulman vont être carrés, rectangulaires, avec une croix dedans, les 4 cadrans. Bon, il y a une philosophie. Et la philosophie, on peut l'adopter, la manipuler comme on veut. Je vais expliquer la philosophie, la conclusion de la totalité de ce que j'ai dit. Chose est sûre, que le jardin n'est pas venu d'un individu. C'est la sacralité, c'est sacré. Donc c'est venu d'un objet plus dominant que l'individu lui-même. C'est la religion. Donc une croyance. Et c'est pour ça qu'on a appelé la sacralité sociale. La croyance, le muttafaq alayha, li numnu biha. Celle à quoi on croit. Et j'explique. Dans l'approche finale, suivez-moi bien, la notion d'enclos. Vous voyez l'enclos. On n'a parlé que l'influence primaire. C'était un enclos tout autour du jardin pour protéger l'individu spirituellement. Introversion du cerveau sur la prière, sur le repos, sur la moralité, sur les réflexions, les graves décisions. On doit être seul pour prendre une décision. Donc l'introversion, l'enclos. Tout autour du verre, c'est fermé. L'enclos, en soi, j'ai mentionné Fogg, égale cosmos. Dans l'interprétation philosophique, il signifie tout le cosmos, dans lesquels on trouve les jardins du paradis. Donc ce qui existe à l'intérieur de l'enclos, on doit composer un esprit paradisiaque, la notion de paradis. Et dans ce paradis, on a les 4 rivières du paradis. Donc, les 4 rivières du paradis, symboliquement, qu'on retrouve dans tous les schémas des jardins que j'ai examinés dans le monde. Et à gauche, on a vu à l'Alhambra, on a vu à Shalimar, ça lui donnait une impression, le trône de Dieu, Al-Arsh Ar-Rahman. Donc c'était le lieu le plus sacré, l'architecture. Donc, à l'architecture, dans l'espace paysager, ils ont donné une dimension sacrée, au point de la miroiter dans l'eau, que inverser le miroitement, inverser l'architecture, le sommet devient le bas et les pieds deviennent un peu plus hauts. Donc, inverser les sentiments qu'on a dans le monde. Et les 4 jardins, chaque jardin, les cadrans, le Shaharbagh, tel que ça a été inspiré pour créer le jardin à 4 cadrans, symbolise les 4 paradis. Et ceux qui maîtrisent Ayat Mlih, ils vont extrapoler dans le Coran combien de jardins a été cité pour découvrir le nombre 4. Et tout ça, comme composition centrée, avec un point d'appui central, de croisement, généralement dans les mosquées, dans les palais que j'ai analysés, donne le vasque d'eau, le bassin central. Et beaucoup de voyageurs européens qui ont visité les palais orientaux le décrivent comme étant le centre du monde. Donc la centralité du monde se trouve dans l'organisation des paradis cités dans le Coran. Et le tout est symbolisé. Ce sont là les quelques principes. L'opulence, maintenant viennent les éléments. Maintenant, c'est les principes de composition. Manque maintenant les éléments de composition. On va rechercher, tel qu'on avait vu tout à l'heure, l'opulence, la géométrie, l'individualité, le miroitement. Tout ça compose les principes. Et j'ai essayé d'expliquer avec la légende ce qui existe pour conclure, quoi, avec des plans de Bari Finn que j'ai repris, Firan. Vous voyez le bâtiment central,
l'eau qui pénètre à l'intérieur du bâtiment parce que j'ai fait le plan, et l'organisation qui n'est pas trop schématique comme je l'ai fait, mais beaucoup plus réelle parce que ça c'est un jardin qui existe et qui a voyagé à travers l'histoire. Là, on est dans le jardin à Séville, le palais d'Alcazar, Al-Qasr. Là, c'est pas trop géométrique tel que je l'ai conçu dans ma théorie, mais c'est adaptation par rapport à la topographie, par rapport aux données qui se prêtent, la surface du sol, etc. Bon, il y a plein d'exemples qui existent. Vous voyez, là, c'est la tombe, c'est un peu la tombe de Humayn, donc c'est le jardin mausolée à Delhi. Vous voyez un peu l'organisation radiale, axiale plutôt, et l'eau, comment il se transpose, l'individualité des plantes. C'est-à-dire que les gens, un peu partout dans l'histoire du monde arabo-musulman, ils ont créé énormément de jardins qu'on ne connaît pas. Parce que nous, ce qu'on connaît, c'est un peu quelques jardins. Parce qu'on est maghrébins, on connaît un peu les jardins d'Andalousie, c'est à côté. C'est loin, l'Inde, pays. Donc on ne s'intéresse pas. Mais intéressez-vous à ce processus et vous allez découvrir que les gens bien avant nous, il y avait de la théorie, il y avait la pratique, les gens ont fait. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? Et qu'il est temps de commencer à faire. Voilà, c'est plein de choses. Ce qui est intéressant, tout à l'heure on a vu les canopées avec les arbres. Maintenant c'est l'architecture qui cadre l'action, la série, la vision. Elle est cadrée, c'est une fenêtre qui donne sur l'espace. Donc on peut faire architecture, paysage, on peut combiner et sortir avec des combinaisons extraordinaires. Donc il faut le faire. Et là, c'est aussi une image de l'Alcazar. Pour terminer avec la belle image qui me plaît toujours, que j'étais fasciné. À mon avis, il faut demander à votre département de vous emmener à Alger, jardin d'essai. Je vous remercie pour l'attention. Voilà.